3, 2, 1, 0, c'est parti. Salut le monde, je suis Manasseh Mbala, le présentateur du prestigieux podcast Hot Shot. Vous êtes le grand bienvenu au temple de la culture et bien évidemment des esprits audacieux. Yango. Les mondes, je suis Chris Roland Lucobi, barman et co-présentateur dans Hot Shot, les podcasts prestigieux. Vous êtes le grand bienvenu dans Malamu. Messieurs et dames, nous allons faire un long voyage et nous allons écrire l'histoire ensemble. Bienvenue dans Hot Shot, les podcasts prestigieux et bienvenue à Malamu. You welcome. Salut le monde, vous êtes le grand bienvenu dans Hot Shot, le rendez-vous des étoiles. Là où les esprits audacieux, là où le grand esprit se rencontre. Et comme vous le savez, nous allons faire un grand voyage dans l'univers de l'expertise, de la sagesse, du succès et bien évidemment de l'échec dans toutes ses nuances. Je ne suis pas seul, j'ai un complice de choix. Une voix que vous allez vite reconnaître, le Roland le complice. Ça va, mon gars? Ça va très bien, Manasseh Mbala. Bienvenue à toutes et à tous dans Hot Shot, les podcasts prestigieux. Mesdames et messieurs, c'est le boss d'Ibar, Chris Roland Lucobi. Ensemble, nous allons voyager dans un univers du savoir, de partage, des connaissances. Et aujourd'hui, nous avons Eric Bemba, DG de Yango, dans Hot Shot, les podcasts prestigieux. Salut Eric. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Eric Bemba, dis-nous, t'es né où et t'as grandi comment? Ok, Eric Bemba, deux parents congolais. Comment on dit congolais, de père et de mère? De père et de mère. Donc ma mère s'appelle Fema Dandele, ma père s'appelle Jeanne Diom Nassandona. Ok. Moi je suis né à Paris. Je suis né à Paris, Neuilly-sur-Seine précisément. J'ai grandi à Paris au départ, mes premières 14 années. Bon, j'ai commencé un peu ici à la maternelle, dans une école française, tout ça. Mais j'ai fait ma troisième maternelle en France. Et jusqu'à mes 14 ans à Paris, après aux États-Unis, au sud, donc en Alabama, après les États-Unis. Donc j'ai fait jusqu'au, comme on appelle high school, c'est le lycée. Le lycée, l'université. Après l'université, je rentre à Paris. Je commence ma carrière professionnelle. Et voilà, donc je rentre à Kinshasa full time de 2016 pour entreprendre. Et quelle image tu gardes de l'environnement qui t'a formé? Quelle image? Un environnement civilisé, on va dire. C'est vrai que quand on parle de... À l'époque, je sais que Paris, et ça reste quand même la ville la plus touristique du monde. Moi, personnellement, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que je pense que au-delà de l'historique, il y a quand même un peu il y a de l'âme dans Paris, il y a des musées, ainsi de suite. Mais c'est une ville qui accueille tout le monde. C'est une ville où tout le monde peut se retrouver. Moi, quand je suis à Paris, si je veux me lever, faire un brésilien, je prends un bon restaurant brésilien. Si je veux manger du congolais, je mange du congolais. Si je veux manger, donc je trouve ça, c'est une ville très internationale. On rencontre de tous. On se sent pas comme le centre du monde. Yeah. Et après, pour les États-Unis, moi j'ai eu la chance de visiter une vingtaine d'États. Ok. Je suis allé aux États-Unis une période où je pense que les gens voyaient les États-Unis encore sur le rêve américain. Ouais. Ça attirait beaucoup à l'époque. Et je pense que ce qui est le plus important aux États-Unis, en tout cas pour moi, c'est tout l'aspect éducatif. Je pense que ils sont un peu en avance, surtout à l'université, sur l'approche. Donc voilà, pour l'environnement, je pense que ça m'a permis d'être ouvert, surtout. Aucune fois tu as été influencé, parce que les États-Unis, faut le dire aussi, la jeunesse c'est assez chaud, c'est pas comme en Afrique. Là-bas tu as les droits de chiller comme tu veux, il y a personne qui va te dire que écoute, mon ami, fumer ici c'est interdit. Et comment vous avez géré tout ça? Parce que moi j'étais encore jeune. Je pense c'est une très belle question, mais je pense que tout vient de l'éducation. Moi et je dis souvent aux gens, en fait l'éducation, on est en train de faire ça, mais l'éducation africaine, je veux dire congolaise, parce que je connais pas de l'Afrique. Oui. Et moi, j'ai quand même grandi avec des parents et ma mère en est pour beaucoup, mais nous, on nous a transmis les valeurs d'ici. Donc, on connaît les villages. Moi, je sais que mon père est né à Libenge. Mon grand-père aussi est né pas loin, dans un village qui s'appelle Maouia, toujours ce qu'on appelait l'Équateur, Bangui. Oui. Mais moi, je suis allé au village. Ok, tu es allé au village aussi. Et je suis allé où mon grand-père est né, je suis allé, on m'a offert de la chèvre quand j'étais là-bas. Moi, je comprends d'où je viens, réellement. C'était quel village, tu retiens les noms? Je dis à Libenge, parce qu'on connaît la province du sud de Bangui. Mon père est né à Libenge. On parle souvent de nom en disant Guémena, mais mon père est né à Libenge. Je sais où il allait à l'école.
Moi, je posais beaucoup de questions aussi à ma grand-mère paternelle, paix à son âme. Ok. Donc j'ai tendance moi à poser des questions. J'ai toujours fait ça. Donc je dirais que l'éducation joue beaucoup, ce que les parents font, le fait d'être suivi. Nous, quand on était aux États-Unis, je veux dire, ça n'empêchait pas que les bulletins de classe on envoyait à papa. Ma mère avait comme un regard important sur nous. Donc c'est l'éducation qui fait en sorte on dérape pas. Ouais, c'est très important. On a grandi en allant à l'église, et c'est quand j'ai commencé, ce mois très tôt, j'ai commencé l'école. Je suis né en décembre, hein, donc j'ai commencé l'école à 2 ans et demi. 17 ans et demi, je finis le lycée. Wow. Et c'est vrai que quand je suis allé à l'université, j'ai pas eu besoin que ma mère me dise d'aller à l'église pour aller à l'église. En fait, après, je pense l'éducation. L'éducation joue beaucoup. Et ça pose les bases après pour pas faire n'importe quoi. Bien évidemment, moi je suis un garçon, donc c'est vrai qu'en étant garçon, on essaye certaines choses, on grandit peut-être un peu plus vite, hein, je veux dire très tôt, on est exposé. Mais c'est ça d'être leader en fait, c'est de pas suivre la foule, de savoir que dans ça, moi c'est ça qui me guide. Moi je sais qu'il y a un truc très précis, je vais partager quand même ça. Je dis pas, je critique rien, mais moi c'était un truc catégorique de pas fumer. La cigarette. Ok. Et j'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Jamais. Et pourtant, en France, les gens très tôt, à 12 ans, 13 ans, C'est vite, c'est chaud. ils sont très rapides. C'est fort sur ça. Moi, c'était quelque chose qui était clair. Et je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. Mais vous avez eu des amis qui fumaient, et puis voilà. Oui, chacun sa vie. Mais moi, c'est des choses, c'est-à-dire, j'ai jamais été influencé. Et c'est une décision claire. Je peux pas fumer la cigarette parce que je savais le pouvoir de la nicotine, les pouvoirs négatifs. Oui. Et voilà, quoi. Donc, je suis pas un ange. Bon, par la grâce de Dieu, on est tous des anges, mais j'ai fait des erreurs. Mais concrètement, je considère que j'ai été un leader, même jeune. Je suivais pas, en fait. Non, mais ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est parce que très tôt, tu as compris qui tu étais. Moi, je me rappelle, mon père me disait toujours, la plus grande découverte de l'homme, c'est quand l'homme se découvre. Tu peux beau faire le tour du monde, mais quand tu sais pas ce que tu es à fond, en tout cas, c'est assez chaud. Bien sûr. Et j'en profite alors quand même pour souligner aussi un point. Je pense que chacun de nous a eu de moments sombres aussi, mais à quel moment avez-vous vraiment compris que ouais, je suis appelé à faire quelque chose de grand et à bâtir un empire? C'est à quel moment que vous avez compris que je devais entreprendre? Entreprendre, je pense, ça vient de toujours, hein. Moi, quand j'ai eu la chance, quand je parle des parents, j'ai eu la chance d'avoir un père en affaires. Je me rappelle en grandissant, on voyait toujours papa venir avec, il avait les gros téléphones, les Telcel. Telcel, ouais. Les gros téléphones, il en tenait 2. Il y a une façon dont il marchait. Je pense que ça inspire beaucoup. Je veux dire, on m'a vu venir aujourd'hui avec mon fils. Et c'était pas parce que, non, je dois venir avec lui pour le podcast. Je passe beaucoup de temps avec lui le week-end, que je suis en train de travailler ou pas. Il sait c'est quoi d'être avec moi dans la voiture, que je travaille, que j'ai un appel et que je lui dis, je fais pas beaucoup de bruit. Donc je prends mon fils avec moi, il s'inspire. Oui. Aujourd'hui, vous demandez à mon fils, qu'est-ce que tu vas faire demain? Il me dit, je vais travailler chez Yango. Ok. Donc en fait, je pense que c'est un peu un contraste pour dire que moi c'était pareil. Donc en grandissant très tôt, même si on a des rêves, oui, je veux être médecin, on a toujours des rêves. Moi, je sais que je voulais être designer de voitures, j'aimais bien les belles voitures, je dessinais bien, je dessine toujours bien. Ok. Mais j'ai toujours reçu que je peux être designer, mais je vais faire des affaires. Ouais. Je veux créer des entreprises. Donc je veux dire mon premier modèle et mon père sans aucun doute, parce que ça a commencé très tôt. Déjà à 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'ai déjà voulu entreprendre. Voilà. Ça, c'est sûr. Après, vous avez parlé de moments sombres, j'ai pas retenu un peu la question. Non, ça, on revient. Vas-y. Okay. Voilà, les États-Unis, l'école des commerces, et après tu reviens au pays. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Un besoin ou une opportunité, Eric? Ok. Donc il y a quand même des étapes avant de revenir au pays. Hein. Donc, l'école de commerce aux États-Unis. Je rentre à Paris. Bon, en fait, pour faire simple, à la base, je voulais commencer aux États-Unis. J'avais prévu, j'aimais beaucoup Atlanta. Bon, par la force des choses, 2009, j'ai 22 ans. Mon père décède et à ce moment-là, je me dis, j'ai pas envie d'être trop loin de l'Afrique. C'est la première chose. Donc, je vais à Paris. Je considère que je suis plus proche. C'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais déjà entreprendre. Je veux dire, moi, à l'université, j'avais un ami, un
un proche frère de l'église qui avait des licences pour vendre des véhicules. Ok. Moi, très tôt, je m'intéressais à ça, donc parfois on achetait des véhicules, ainsi de suite, pour les revendre. Mais en fait, quand je finis l'école, j'ai de l'argent pour, on va dire, pour me féliciter d'avoir fini. Oui. Et qu'est-ce que je fais avec cet argent? J'achète un bus. J'achète un bus de ville. Ok. Les vieux bus des années 80, là. Et pour moi, je vais commencer une société de transport au pays. Sauf que malheureusement, j'ai aucune connaissance. J'achète le bus. On emmène le bus au port. Avant même qu'il arrive au port, il break down, comme on dit, il marche plus. Il marche plus. Donc en fait, l'argent que j'ai dépensé, ça c'est les premières chutes, on va dire. Et l'argent, j'aurais pu utiliser, voilà, qui choque. J'ai jamais utilisé cet argent. Et quand je vais à Paris, je vais pas dans les aventures directement. Je cherche du travail. Je sais ce que c'est de mettre mon CV. Je travaille à la Défense. Je sais pas si vous connaissez Paris, mais il y a la Défense, un peu le centre des affaires. Ok. Je postule à des cinquantaines d'entreprises qui me disent non. C'est chaud parce qu'il y a un diplôme, mais il n'y a pas l'expérience. Et c'est ça qui est très complexe quand on sort de l'école. On vous demande un diplôme, on demande de l'expérience également. Qu'est-ce qui t'est motivé face à cette réalité? Non, moi je voulais travailler. En fait, j'avais pas de. Je me rappelle, on avait une conversation avec ma mère. Et elle, c'était il faut continuer le master. À ce moment-là, j'avais un bachelor en commerce. Et il faut continuer le master ou je sais pas quoi. À ce moment-là, moi, je comprenais qu'il fallait. C'est bien d'aller à l'école, mais tu voulais vraiment travailler dans le business. Et moi, c'était clair pour moi que je voulais pas. Je voulais un peu faire mon chemin. Quand j'étais pas dans une logique où non, je rentre au pays où je vais. Pour moi, c'était il faut que je travaille, il faut que j'ai mon expérience. Et directement, c'est ce que j'ai voulu faire. Et Dieu merci, j'ai pu avoir une personne, un proche qui m'a mis en contact avec un de ses amis, qui gérait une boîte de conseil en RH. Ok. Conseil en RH. Et j'oublierai jamais quand j'ai mon premier interview avec lui, il me demande, il dit, mais vous avez fait des études au commerce, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez vendre de l'intelligence? Parce que lui, il est dans le conseil. Il dit, vous serez mieux à vendre des chaussures. Et je lui explique une chose bien claire. Je lui dis, je sais ce que c'est de me réveiller plus tôt que les autres et de finir plus tard que les autres. Quand je suis allé aux États-Unis à 14 ans, on m'a jamais mis en classe avec des gens, des étrangers. C'est-à-dire que je suis allé aux États-Unis et j'ai été directement mis au lycée avec des gens qui avaient grandi aux États-Unis toute leur vie. Il y avait un parcours américain. Un parcours américain. Totalement. Moi, je connais pas des classes. Ah non, ça c'est des classes d'étrangers. J'ai commencé directement comme ça. Et c'est vrai que en grandissant, on apprenait l'anglais à l'école. Mais j'ai dû regarder beaucoup la télé en anglais. Mes amis comprenaient jamais pourquoi je prenais 4-5 heures pour faire mes devoirs pendant qu'eux ils prenaient 1 heure. C'est parce que je devais rattraper ce temps-là. Mais c'était chaud, Eric. Et j'ai fait ça pendant 1 année. Ok. Donc quand je suis arrivé, on m'appelait le Frenchie. Ok. Après 1 an et demi, quand je parlais, on me demandait, mais quand je dis je viens de Paris, parce que bon, je venais de Paris à l'époque, on dit je viens de Paris, il dit mais tu viens de Paris, Alabama. Donc on commençait à me demander est-ce que je viens d'une ville des États-Unis, d'un État des États-Unis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais déjà intégré. Bon, c'est vrai que la langue, on l'apprend mieux quand on est adolescent, hein. On a déjà 14 ans, mais c'est vrai que à ce moment-là, je comprenais ce que c'était de passer plus de temps. On oublie ça, hein, c'est de passer du temps. Ok. Vous savez, d'aujourd'hui, on vous met au travail avec quelqu'un. Faut être moins intelligent que lui, mais si vous passez plus de temps, vous allez rattraper ce qu'il sait faire. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Et du coup, si vous êtes au même niveau d'intelligence, vous allez faire 2 fois plus. Et moi, j'ai retenu cette règle, elle m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est comme ça que vous prenez de l'avance. Aujourd'hui, le monde est compétitif, et il y a que le travail qui permet de prendre de l'avance. Et par là, moi, je comprends que tu veux dire que l'entourage, au-delà de la vision personnelle, l'entourage joue un très bon rôle. Bien sûr. Un rôle majeur pour l'épanouissement et l'avancement. Bien sûr. Maintenant, pour revenir, parce que tu as parlé de Kinshasa, et c'est vrai, on arrive je travaille, j'ai mon expérience en tant que consultant, je commence par consultant RH. À un moment, il y a une collègue, et encore, parfois, tout vient de décisions, de décisions qu'on prend. Donc là, je commence ma carrière professionnelle. J'oublie jamais l'entrepreneuriat. Là, j'ai toujours des idées. Je veux pas parler de chaque idée, on passait beaucoup de temps, mais j'ai toujours des idées, toujours des business plans. C'est ça qui me motive. Parfait. On bosse aux États-Unis, j'imagine. En tout cas, j'avais aucune. Ma première idée. Ma première idée, je vais vous dire des trucs très simples, parce que je suis allé à Paris récemment et j'ai un collègue, mon premier emploi, qui m'a rappelé ça. Je lui ai parlé. À un moment, je lui disais qu'aux États-Unis, il fallait faire, vous savez, comme des caravanes autour des universités, des caravanes
meublé pour l'immobilier. Parce que je considère que ça fait des logements moins chers pour les étudiants. On l'a jamais fait. Il a regretté. Deuxième chose que je lui disais, tu sais, dans tous les quartiers à Paris, les banlieues, mais pas forcément les cités, quoi. Il n'y a pas de salon de coiffure. Parce que moi, j'allais toujours me faire couper les cheveux au 19e. Je sais pas si vous connaissez Paris, mais donc moi, j'habitais dans 78. Il fallait toujours prendre le RER, ainsi de suite, ou la voiture pour aller sur Paris pour me faire couper les cheveux. Donc, je lui disais, il faut des salons de coiffure à l'américaine où la chaise marche sur location avec le coiffeur, ou bien sur un partage de revenus, tout ça. Je vous promets, vous allez à Paris aujourd'hui, dans toutes les banlieues, vous voyez plein de salons de coiffure. Il m'a rappelé ça récemment. Il m'a dit, tu sais, c'est des idées qu'il fallait mettre en place à l'époque. À l'époque. Oui, et ça, c'était quand je commençais à travailler. Maintenant, malheureusement, on a 24 heures dans une journée. Quand vous commencez à travailler, la première chose que vous faites, c'est vous vous focalisez sur votre comme les Américains disent 9 to 5, donc votre travail que vous faites de 9h à 17h, après vous rentrez à la maison, donc vous rentrez dans un truc qui est un peu planché comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Je travaille là, il y a une collègue qui me dit, mais tu sais, tu as un profil, et dans le travail que je faisais, moi je gérais les entreprises internationales. C'était vraiment ça, le gars trouvait que j'avais un profil international, je parlais bien anglais, donc il m'a mis avec les clients internationaux. Et les entreprises sans établissement en France, c'était ça, ils appelaient ça ESEF. Je dirais jamais. Et ma collègue me dit, mais tu as un bon profil, tu devrais postuler et voir, je suis sûr que les entreprises te recruteraient. Ça, c'est après 3 ans et demi d'expérience. Effectivement, je fais ça, je me mets dans un truc de chercheur de tête et EY me cherche. EY, c'est Ernst & Young, donc c'est une boîte de consulting. Et là, je vais travailler à Ernst & Young. Et c'est juste parce que ma collègue m'a dit, tu as un profil qui va. Essaie un peu. Et je vais à EY. Et EY, maintenant, me move, on va dire, l'esprit. Vous savez, c'est ces boîtes de consultance là qui sont dans tous les pays du monde. Peu importe où vous êtes, EY est une marque qui est, quand on voit les gens d'EY, c'est une bonne formation. C'est comme ça qu'on fait ça. Les gens veulent travailler. Et c'est là que je commence à voir que, en fin de compte, 80% de ce que vous faites, ou bien des marchés que vous pouvez gagner, vient de la marque. C'est-à-dire que si votre marque est puissante, les gens vous demandent. Ça fait en sorte que les talents veulent travailler quelque part. Donc c'est vraiment, vous pouvez chercher les EY, les Price, PwC, comment ça s'appelle encore? Il y en a beaucoup encore. Il y en a, bon, j'oublie les noms, c'est pas important. Mais à ce moment-là, je suis à EY et c'est drôle parce que là, à ce moment-là, je commence à pousser vraiment l'entrepreneuriat. Donc, je commence à faire des business plans, je cherche des VC, on appelle les venture capitalists, là. Donc, je cherche à lever des fonds. Je suis à fond dessus. À ce moment-là, je commence à venir beaucoup au pays aussi. Je viens au pays régulièrement pour commencer à voir. J'avais à l'époque une idée d'application pour transférer de l'argent, en fait. Et c'était un peu le gap que je voulais. Parce que je voyais que le transfert se faisait avec Western Union. Oui, c'était chaud aussi à l'époque. Il y avait pas assez. Donc c'était vraiment mon truc, je voulais me focaliser dessus. Et je quitte EY. Je démissionne. Je démissionne d'EY. Là, à ce moment-là, je crois que là, j'étais vraiment, c'est parce que j'étais plus à l'aise. Là, pour moi, t'avais eu ce que tu cherchais et tout. Oui, peut-être. À ce moment-là, je dis, j'ai tout vu. Ou en tout cas, tout vu, ce que je pense que j'ai vu. Je sais que j'ai pas envie de faire une carrière à EY. Je suis sorti d'EY, j'étais consultant senior. Senior 3 ou je ne sais plus quoi. Et à ce moment-là, pour moi, je dois rentrer au pays, je dois faire l'entrepreneuriat. Je quitte EY. Et je me rappelle, je rentre au pays, je rencontre même les directeurs d'EY à l'époque ici, qui voulaient me recruter. Donc j'avais des offres comme ça, mais il fallait que j'ai une porte d'entrée pour rentrer au pays. Et pas par la facilité. Pour moi, c'était genre, je dois rentrer. C'est le pays où je serai pas à la rue. Donc je veux dire, je peux vivre n'importe où. D'ailleurs, j'ai commencé à vivre chez ma mère au départ quand je suis arrivé ici. Et je me dis, là, je commence à chercher, est-ce que mon idée peut passer quelque part? Je vois des dirigeants de banques, ce genre de choses. Je vois que le marché est encore fermé sur la fintech. Vraiment fermé à l'époque? Ouais, c'était fermé. C'était autour de 2014. Vraiment fermé. Les banques, je veux dire, c'était plutôt des banques familiales. Les produits, en tout cas, on s'ouvre un peu plus, mais il n'y avait pas l'interopérabilité. Je crois que ça venait d'arriver avec une société là. Et c'était fermé, mais pour moi, je rentrais. Et je démissionne d'EY. Il y a un partenaire d'EY, donc vraiment un des dirigeants qui me dit, en tout cas du département où j'étais, qui me dit, mais tu fais rien de concurrent. C'est pas concurrentiel ce que tu fais. Ne prends pas le risque à 100%. Travaille à temps partiel chez nous. Tu es bien dans l'entreprise. Tu es en train de faire un projet. Là, je faisais un projet de migration de logiciels comptables et de paye
pour tout le département. Il dit, ben, fais ça, tu vas gérer des équipes et tu travailles à temps partiel. Comme ça te permet d'aller en Afrique quand tu veux. Ça te permet aussi de garder ta retraite, hein. Là-bas, on cotise. Et il dit, je vais te présenter à des investisseurs potentiels. Tu vas commencer à comprendre autre chose. Et c'est ça que je fais, en fait. Donc, je reste encore à EY pendant 1 année à temps partiel. Et donc, si j'avais pas démissionné, j'aurais pas eu cette opportunité. Oui. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je suis dans le réseau alumni. Donc, c'est-à-dire que il y a des boîtes comme ça où même quand tu n'es pas dans la boîte, ils veulent te garder dedans. Et ils sont malins parce que, à travers ce qu'ils ont fait pour moi, demain, en étant dirigeant d'entreprise, peu importe ce que je fais, le jour où je cherche un cabinet qui va faire, je sais pas, mes taxes ou peu importe, ben, je pense à eux directement. C'est l'histoire de réseau. Ça, vraiment, j'ai compris que les grosses boîtes, en fait, cherchent à toujours la force de leur réseau. Et de garder de grosses pointures. De personnes qui ont vraiment développé la maison avec la vision. Bon, j'étais pas ça là, mais pour dire que j'ai juste compris qu'il y a une ouverture. Oui. On n'essaie pas de bloquer. Que tu sois là ou tu sois pas là, tu restes dans un écosystème et ça profite à tout le monde, quoi. Donc, Et en parlant de tes initiatives, de projets que tu as créés, parce que t'es un amoureux du charbon, s'il faut le dire. Donc, mentalité CR7. Bien que le petit, il est en Barcelone, mais c'est bon. Je l'en veux pas. D'ailleurs, le petit dit qu'il est barcelonais et Real de Madrid. Il a les deux maillots. Non, mais vas-y, mon gars. Sa tête est encore en train de se chercher. Oui. Et vous avez créé Wiko, vous avez créé Split. Splitty. Ouais. Ce sont des projets de vision ou de réponse de réponse d'urgence. Réponse à des problèmes. Ok. Je rentre au pays en 2016, et à ce moment-là, on voit que le marché est fermé, je dois me marier. Et sincèrement, je t'ai même pas interrompu, excuse-moi. Les jours où j'ai appris, quand j'ai regardé vos articles sur le web, et que t'es les créateurs de Wiko, j'ai dit, mais merde. Il est qui ces gars? Pourquoi il est là? Et tout ce qui parle un peu sur le tech et tout, on sent l'implication et la passion derrière. Ouais. Et après, il reste anonyme. Ouais. Ben, vas-y, continue. Ouais, mais en fait, c'est même pas une histoire d'être anonyme. C'est juste que je sais pas que je fais ça plus que les autres, mais je travaille. Yeah. En fait, j'ai pas le temps de ne pas être anonyme. C'est-à-dire que moi, je suis, comme tu dis, au charbon, quoi. Oui. Et comment Wiko commence donc, je rentre au pays. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Moi, je viens du corporate et je pense que le corporate m'a beaucoup appris à comment travailler, comment mettre les process en place. Et je dis toujours aux gens, il faut toujours se vendre dans le marché du travail. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes entrepreneur que votre CV doit pas être à jour. L'entrepreneuriat, vous pouvez tomber. Il faut toujours être dans une logique où vous pouvez demain se relever, avoir un boulot, ça vous enlève rien. Okay. Donc moi au départ je travaille et c'est pendant que je travaille que j'ai les idées. Si vous savez, Zuckerberg a créé Facebook pendant qu'il était à l'université. Yeah. Moi d'ailleurs je regrette de ne pas avoir créé ce genre d'idées pendant que j'étais à l'université parce que je pense que là on met du temps, ainsi de suite. Et il y avait même le tête que tu pouvais infiltrer. Et on n'a pas le stress, le stress. Les parents s'occupent des choses, c'est différent. On n'a pas là aujourd'hui j'ai des charges, donc toutes les décisions que je prends en tant que père de famille, en tant que mari, ainsi de suite. Mais pour revenir sur Wiko, vous savez, Wiko, à la base, l'idée n'était même pas le Wiko que vous venez de voir maintenant. À la base, le gap que je vois, c'est quoi? Je dis, on est dans un marché informel dans le pays. Ici, on voit Kinshasa comme marché, c'est un marché informel. La majorité, donc le commerce tel qu'on le connaît même dans le grand marché, ça reste informel. La majorité des personnes qui vendent, c'est des mamans. Donc Wiko, à l'époque, qu'est-ce que je vois? Je dis, mais il faudra un e-commerce qui met en lien toutes ces femmes, parce que les femmes sont les entrepreneurs ici. Oui. Toutes ces femmes avec un potentiel marché. D'ailleurs, le premier logo de Wiko, c'était une femme qui réfléchissait. C'était comme ça, c'était la conception. Okay. La couleur de Wiko est inspirée par la femme. Ok. Maintenant, au moment où je conceptualise la chose, je me dis, si je fais un truc seulement pour la femme, je vais avoir un truc qui est bloqué. Donc je dis, je me mets dans la mentalité de quinoise. Je me dis, il faut chercher des grandes marques pour attirer les gens. Donc là, je commence à aller voir des restaurants. Donc rien à voir, c'est-à-dire que je m'embrouille, même dans la vision, parce que je dis, il n'y a pas d'e-commerce, le marché était vide à l'époque. Très vide. Ok, donc je dis, je vais commencer à chercher des e-commerce qui vont vouloir, des marques qui vont vouloir mettre leurs produits dans ma plateforme. Donc au départ, le produit existe, je commence à aller chercher différents commerces de la place.
notamment des restaurants comme les Was Burger, les King Tacos, ainsi de suite. Et qu'est-ce que je fais quand le Covid arrive? Ok, on nous parle de confinement. Ouais. À ce moment-là, je dis, au moment du confinement, les gens ont besoin de supermarché. 2019, 2020. Ouais, c'était 2020. 2020, confinement. J'oublierai jamais. C'est vraiment des périodes marquantes. Donc, je vais voir GG Mart. Ok. GG Mart aime bien l'idée, le produit, mais pourquoi t'es pas venu nous voir avant? Non, mais on est là maintenant, on parle de confinement. Et GG Mart me pose une question simple. Elle me dit, est-ce que tu livres? Vous savez qu'à l'époque où GG Mart m'a posé la question, j'avais pas l'idée de livrer. Moi, Wiko, l'idée c'était faire un e-commerce et les gens se débrouillent pour la livraison. C'est juste la plateforme. Quand ils me disent, est-ce que tu livres? Moi, je dis oui. C'est marrant qu'ils vont regarder ça un jour. Je vous promets que le jour où j'ai dit oui, je me suis dépayé pour chercher T'as pris le risque. pour chercher des livreurs. On avait le confinement à l'époque, il fallait avoir une autorisation. On va demander une autorisation au niveau du L'hôtel de ville. l'hôtel de ville. Oui. Ça traîne pour qu'on nous la donne. Et à l'époque, je livre avec une société de sécurité. Les 2 premiers jours, le temps d'avoir mon macaron. Ok. Moi-même, j'ai livré. Donc, j'allais à GG Mart, je livrais. Les premières livraisons. Ok. Je vous dis, je livrais. Je faisais la réconciliation du cash. Parce que je dois payer après les entreprises. Je faisais tout. Ok. Je faisais tellement tout. J'étais le commercial. Je comptais le cash avec les livreurs. Ma femme était même obligée de m'aider à ce moment-là parce que elle me voyait rentrer. Après ça, à 23h, minuit, je suis en train de compter. Pour payer les commerces une fois par semaine. Je faisais tout. Donc, j'allais dire que j'avais personne dans mon équipe qui pouvait se dire c'est impossible de faire les choses parce qu'à ce moment-là, je faisais tout. Et en sachant que c'est des sociétés tech. Donc, il y avait des plateformes à mettre en place. Ouais. Et mes collègues, mes collaborateurs souvent me disent, mais vous savez, nous, on se dit, monsieur Eric ne dort pas. Parce qu'il y avait des moments, je travaille, comme je vous dis là, à 22h, je fais un appel avec les développeurs. Après, il faut compter le cash. Après, le matin, on se réveille, on continue les livraisons. Jusqu'à ce qu'on a eu le macaron. Ouais. Et là, les livreurs ont commencé à partir. Mais les livreurs venaient chez moi, compter l'argent avec moi. Et ça, il y a pas, les anciens livreurs de Wiko vont vous dire, monsieur Eric fait tout. Et ça crée le respect, ça met le respect directement. Oui. Et quand j'ai fait ma première livraison, je vois quelqu'un en livre de la marchandise de supermarché. Et je vois la personne à la porte, il ouvre sa bière. Il est commande de la bière, il ouvre la bière sur le champ. Et il me dit, oh, j'ai vu ça en ligne, je pensais que c'était une blague. Quand j'ai vu l'impact sur la personne, j'ai compris que Wiko n'est pas un e-commerce. Wiko est une boîte de livraison. Ouais. Et j'ai compris que le gap à Kinshasa était la livraison. Ouais. Donc, tous les efforts qu'après j'ai mis en place sont la livraison. Et en fait, c'est pour ça que Wiko est là aujourd'hui, il peut avoir de la concurrence parce que on investit énormément sur le livreur. Et comment il doit être. Donc, c'est ça la base. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est parce que t'es avant-gardiste. Du concept, du mindset. Et moi, je me rappelle déjà que jusqu'aujourd'hui, c'est un peu difficile avec l'e-commerce. Mais je comprends maintenant que vous faites partie de personnes qui ont imposé cet état d'esprit-là. Bien sûr. Yeah. Si tu te rappelles bien, il y a quelques années à Kinshasa, la majorité des restaurants avaient leur propre livreur. Ouais. Si tu regardes même les Nice Cream, parce que je parle, c'est les premiers, qui ont fait les franchises de restaurants. Les Nice Cream, et c'est les mêmes personnes qui ont fait après Eric Kaiser. Mais à l'époque, tous ces groupes de restauration, tenus souvent par des Libanais, ne faisaient pas confiance aux Congolais pour la livraison. Là, maintenant, tu vas pas chez un Kaiser, chez un Ice Cream sans voir Wiko. C'est mes grands partenaires. Donc, c'est pour te dire qu'il y a quand même, par la force des choses, par le travail, il y a un respect qui s'est imposé. Et à l'époque, on voyait ces livreurs comme des wewa, avec une très mauvaise connotation. Là, maintenant, c'est des gens qui peuvent se lever, ils arrivent, ils s'assoient au restaurant, personne ne les voit n'importe comment, ils livrent. C'est des gens qui livrent dans des gros bureaux de l'État. Ouais, vous comprenez, qui livrent des dirigeants, qui livrent dans des grosses résidences. Ça donnait de l'emploi à des gens qui étaient très mal vus il y a 10 ans. Dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'histoire avec la livraison, avec la réalité sur place, les embouteillages, etc. Comment t'as fait, en fait, pour réussir dans tout ça? Non, c'est extrêmement difficile. C'est difficile parce que, déjà, dès le départ, moi, je me disais, il faut casser, vous savez, même l'idée du poison. Et je pense que ça barre un peu la route. Il y avait ça. La majorité des gens qu'on recrutait, il fallait s'assurer qu'ils soient propres. C'était à l'époque du Covid, donc le Covid, il fallait porter des masques. On dit l'habit ne fait pas le moine, mais dans ce cas-là, l'habit fait le moine. Donc, il faut leur prendre des t-shirts. Il fallait prendre des t-shirts que les gars devaient changer tous les 3 mois. Donc, j'achetais 4 t-shirts
qui durait plus ou moins 3 mois. Ça, c'est des coûts. Sacré En fait, investissement. mais on faisait ça à perte. Ouais. En fait, concrètement, c'est ça qui se passait. Donc, et les gens ne voient pas tout ça. En Europe, quand vous faites de la livraison, Deliveroo, Uber, je sais pas, le gars se lève, il a son permis de conduire déjà, son permis moto, lui-même se débrouille, il a pas besoin, il prend son statut entrepreneur, personne lui achète des tenues. À Kinshasa, on a tout pris. Prenez les casques, les t-shirts, et jusqu'aujourd'hui. Oui. Là, maintenant, c'est les gilets. Oui, et en fait, pour changer la perception, il faut passer par tout ça. Oui. Il faut pénaliser quand quelqu'un parle mal à un client. Il faut. Moi, il y a des moments, je faisais le service client. Je me suis déjà excusé chez les gens parce que par rapport au retard. Oui. On avait très peur du vol également. J'ai jamais eu un partenaire qui a eu à sentir le fait qu'on nous vole ou pas. Ok. On a déjà eu quelques cas de vol. Aujourd'hui, on en a plus. Oui. Je me rappelle plus le cas. On en a pas. C'est-à-dire qu'on a des bons systèmes. Le processus. Et moi, je crois aux Congolais. Ça, je dis, je crois vraiment à la population parce que je peux vous dire que j'ai mis un chef de service des livreurs, quelqu'un qui faisait des livraisons, qui a grandi à Bujimaï, qui arrivait à Kinshasa à 12 ans. Vraiment. Ok. C'est le chef de tous les livreurs. Il s'appelle Emmanuel. Ok. Ok. Il y en a certains qui doivent connaître Emmanuel. Il Ça fera me des dit restos. quelque chose. Emmanuel est le chef des livreurs. Il a un emploi à temps plein. Il était livreur. Et je lui ai bien dit ce jour-là, j'ai dit, Oko Simba livraison, à mon côté. Mais il est dans la ville, il tourne comme un livreur, il fait le contrôle, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que, en fait, je trouve que le Congolais, on est un peu encore comme une éponge, même à un âge adulte, vu que tout est nouveau, avec le bon management, en fait, les gens peuvent devenir quelque chose, mais c'est extrêmement difficile. Oui. Pour que ça rentre dans les mentalités. Et il faut tenir sur le... Wiko, il part de 2020, vous entendez? Oui. On est en 2025 bientôt. 25 maintenant. Vous comprenez? C'est le processus, en fait. On comprend vraiment que tu as une histoire, un livre avec plusieurs pages de réalisation. Alors moi, j'aimerais que tu nous expliques plutôt Yango, une multinationale, une plateforme étrangère et à toi la manette. Explique-nous pourquoi tu acceptes ces postes. Ok, Yango, c'est notre histoire. Mais moi, je vais mettre là, je vais quand même expliquer le côté... bon, on est comme Congolais et chez nous, au Congo, on croit en Dieu. Donc là, je vais mettre Dieu en avant parce que je veux pas commencer à vous dire, ah oui, c'est ça qu'il y a le travail, ainsi de suite. Je peux pas enlever ça. Oui. Je vous promets que en 2022, autour de, plus ou moins mars-avril, dans ma tête, je me dis, une boîte comme Wiko ne peut pas fonctionner sur le long terme, sans le soutien d'une multinationale. Parce que je considère que les startups ici, il nous faut beaucoup de fonds, il faut beaucoup d'argent pour réussir. Oui, beaucoup. Contrairement, je sais pas, aux États-Unis, en Silicon Valley, vous savez, les boîtes parfois se lancent, ont même des investissements, sans même être rentables, sans même avoir un business model. Or que nous, dès le départ, il faut qu'on ait un business model rentable, ce qui est très difficile. Parce que vous savez, juste pour Wiko, vous savez, j'ai beau dire c'était pas rentable, ok, mais le prix de la livraison devait être moindre. Parce que les gens ne valorisaient pas le service comme il fallait. Vous voyez, donc ça a pris du temps. Et tout ça, il faut couvrir cette perte. Et à ce moment-là, je me dis, il me faut trouver une boîte internationale à qui je vais expliquer qu'est-ce que mon marché, quelle est l'opportunité de mon pays, qu'est-ce qui peut se faire. Le besoin. Et pendant les mêmes périodes, je crois que c'est sur Netflix, peut-être que je me trompe, en tout cas, une des Netflix ou Prime, mais je pense que c'est Netflix. Et il y avait la vie de Uber. Donc le gars qui a créé Uber. Il y a un show comme ça qui existe, j'ai oublié le nom. Et comme par hasard, je regarde ce show. Vraiment, je suis inspiré par comment il a commencé Uber, ainsi de suite. Donc pendant tout ce moment-là, c'est ça qui trotte dans ma tête. Je me dis, les startups ici vont réussir à travers ça et Wiko va réussir à travers un partenariat. Et à ce moment-là, je contacte une connaissance à moi, un ami à mon oncle, et je lui demande, est-ce que tu connaîtrais des dirigeants de Uber ou de Deliveroo? J'aimerais ton contact avec des gens pour les mettre en partenariat avec ma boîte. Je vous promets que la semaine d'après, je reçois un message sur LinkedIn. De des gens de Yango. Me demandant de gérer ce marché. Je vous promets, c'est pas une histoire, je vois pourquoi, je comprends pourquoi au départ tu as parlé d'abord de l'importance de Dieu dans cette histoire. Oui, effectivement.
Il y a des choses parfois, hein, il y a des gens qui sont pas croyants et qui vont te dire les mots sont importants. Ça, c'est la Bible. Yeah. Il y a des gens qui vont vous dire, à force de penser à quelque chose, à force de dire quelque chose, ça peut venir à l'existence. Okay? Moi, je crois en Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de chance. Moi, je crois pas en la chance. Moi, pour moi, c'était un souhait. J'aurais jamais fait Wiko, ça serait pas venu. Parce que Wiko m'a quand même donné une visibilité. Les gens ont vu que mais ça a quand même marché quelque chose. Je veux dire, d'autres joueurs, je veux dire, d'autres concurrents sont venus juste parce que Wiko existait. Créer un truc ne veut pas dire que la concurrence ne va pas venir. Ça ouvre le marché aux gens. Si. Ça leur fait penser que ça peut marcher. Mais c'est difficile. Oui. Donc ça fait venir des investissements. Yango m'a contacté uniquement de cette façon. J'ai été contacté par nous. Donc je pensais que c'était une blague au départ. Mais l'avantage, c'est que je connaissais déjà. C'était quoi le défi, en fait, lancer ça en République démocratique du Congo, j'imagine, avec plusieurs enjeux, les histoires de transport ici au Congo, la mentalité des Congolais, des Quinois. En fait, explique-nous comment ça a été. J'ai utilisé exactement la même approche que j'ai fait par Wiko, c'est-à-dire qu'il fallait être un homme de terrain. Il fallait pas, moi, mon principe, c'était pas je veux pas juste mettre des billboards en considérant que j'ai une multinationale maintenant que j'intéresse sur le pays. C'était pas une réussite. Pour moi, je me disais, si j'échoue ça veut dire que c'est fini, la porte est fermée pour les autres. Si je réussis ça, tous vont venir. Dès le départ, je comprends que, comme c'est un investissement, il faut que la masse comprenne la masse. Et vous savez, à cette époque, c'est pas pour faire de la pub, mauvaise pub, il y avait Itch qui était déjà là. Itch aussi. Yeah. Donc Itch arrive, je connais pas leur stratégie, mais tout ce que je sais, c'est que moi, parce qu'on nous critiquait beaucoup. On disait, Eric, pourquoi tu as des taxis jaunes? J'ai ce genre, mais quel moyen de transport tu prends aujourd'hui? Qui sont les chauffeurs de la ville? Les taxis jaunes. Taxi jaune, ouais. Je veux pas commencer, on va pas commencer à me dire, oui, est-ce que c'était ça? C'est en Europe, les voitures sont belles. Pourquoi vous prenez pas des meilleurs véhicules? Je dis, mais les véhicules que vous voyez dans la ville de Kinshasa qui font les taxis, qui sont les Toyota IST, pourquoi elles sont abîmées comme elles sont? C'est pas seulement parce que les véhicules sont arrivés, déjà bon, ils sont quand même arrivés de mauvais état, parce que c'est des véhicules d'occasion. D'occasion, ouais. Mais à l'époque, c'est des occasions d'Europe. Ouais. Donc c'est l'état des routes, c'est le fait que les chauffeurs travaillent, mais je devais aller avec la masse. Donc, moi, j'étais sur terrain, avec les gens de terrain, pour recruter les chauffeurs. C'est comme ça que ça allait commencer. Ah, okay. Non, c'était difficile. C'est comme ça que t'as fait. Donc, toi-même, tu étais... Tu commences, mais bien sûr. Ok. Vieux le blanc. Vieux le blanc. C'est pour ça qu'on m'appelait quand j'étais dans la rue. Non, mais je commençais. Merci. Mais, en fait, en réalité. Bel exemple. En réalité, pour arriver à quelque chose, c'est pas d'histoire. Et on me demandait toujours pourquoi tu fais pas de pub. Il n'y avait pas de billboard Yango à l'époque. Ça a commencé récemment. On était dans la rue. Parce qu'il fallait parler aux gens dans la rue. Fallait comprendre quand on parle à un chauffeur, est-ce qu'il a un smartphone, il n'y a pas un smartphone, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il comprend pas. L'évangélisation. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a une petite anecdote par rapport à quand tu converses avec les chauffeurs, quand tu essayais de convaincre les chauffeurs, en fait? Non, mais les gars ne comprenaient rien au départ. En fait, concrètement, vous parlez d'une chose, il faut télécharger une application, vous téléchargez, il n'a pas de crédit, quand vous demandez ça, il faut partager vos crédits. Après, on se dit, mais si on partage le crédit, est-ce que ça a vraiment du sens? Parce qu'en fin de compte, la majorité des chauffeurs à l'époque n'avaient même pas de smartphone parce qu'il y avait les effets de kidnapping. C'est ça qui me retient le plus, parce qu'à l'époque, à ce qu'on sache, l'image qu'on a des chauffeurs congolais aujourd'hui, je trouve un chauffeur avec son téléphone et il sait comment les mater. Comment vous avez fait? Non. Les gens ont des smartphones. Moi, je parle des chauffeurs, parce que majoritairement, et jusqu'aujourd'hui, c'est ça notre plus grand challenge, les chauffeurs font des courses partagées. Mais vous savez, l'épée des courses partagées, c'est comme ça que les kidnappings ont commencé. Vous êtes chauffeur, ok, vous prenez quelqu'un, un premier stop. Vous prenez une deuxième personne, ils sont de connivence, c'est des criminels. C'est ça qui se passait. Donc les chauffeurs voulaient plus avoir de smartphone pour pas se les faire voler. Le chauffeur se fait assez d'argent pour acheter un smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'être sur WhatsApp. C'était ça la difficulté qu'on a. Donc quand on arrive et qu'on explique maintenant qu'ils vont avoir une application et que les courses viennent de l'application et que c'est des courses individuelles, donc les courses express comme on appelait ça à l'époque, là ils comprennent qu'ils peuvent se prendre un smartphone parce que les téléphones vont plus être volés. Maintenant la difficulté c'est que nos courses étaient moins chères. Donc il fallait faire comprendre que il y a quand même un bonus pour payer le manque à gagner. Les gens te donnent des prix à la tête quand c'est les courses express. À un moment c'est $5, à un moment c'est $10, à un moment c'est
Là, maintenant, c'est des courses plus ou moins cadrées. Donc, il fallait vendre aux chauffeurs qu'il faut plus voir la course individuelle, mais il faut penser à l'argent qu'ils gagnent la journée. Ouais. Tout vient de la demande. Ok. Et au lieu de commencer à circuler dans la ville pour chercher des gens et d'aller tous au même endroit, maintenant, il peut s'asseoir. Il est posé. Il prend son verre. La course arrive. Ouais. Donc, c'était difficile parce qu'il fallait d'un côté parler au chauffeur, il fallait d'un côté parler à la clientèle. Maintenant, la clientèle comprend plus vite parce que quand on parle de course express, on parle de course sécurisée. Il peut voir le chauffeur arriver. Les gens maintenant se sont sentis quand même un peu plus à l'aise. Donc, d'un côté, vous ramenez du marché au chauffeur. D'un côté, les gens n'ont plus besoin de sortir au coin de la rue, attendre 30 minutes avant d'avoir un taxi. Maintenant, il est chez lui ou bien au travail, il commande, le taxi est dehors et c'est là qu'il sort. Oui. Donc, ça changeait tout, quoi. En tout cas, moi, je pense que c'était ça le mindset pour changer l'environnement politique aussi. Parce qu'au départ, faut le dire que c'était un sacré défi, hein. Sacré défi, je pense. Vous savez qu'on parle souvent du climat. Yeah. Moi, je vous ai dit au départ, mes 2 parents sont congolais. Yeah. Si mes 2 parents sont congolais, là, mes tontons sont congolais. C'est-à-dire que mes grands-parents sont congolais. Ça veut dire, donc je considère que je sais plus ou moins la mentalité d'un Congolais. Quand je parle à, je sais pas, à un politique ou quelque chose, s'il a un certain âge, je lui donne le respect. Déjà, en étant né en poche, je lui donne le respect qu'il faut. Moi, on m'a pas éduqué à mal parler aux autorités. Oui. Et je considère tous on est tous des humains. Même si ça peut prendre du temps. Parce que c'est pas dans nos pratiques. Vous savez, à l'époque, je me décale un peu, mais je me rappelle que il y avait une société qui devait travailler sur les feux. J'oublie les détails. J'avais parlé avec un des gars qui gérait, et il m'expliquait que le feu, là, qui est à côté de la poste, je crois que c'est depuis les années 90, qu'il n'y a pas eu ce feu. Donc après, on s'étonne que même s'il y a un feu, notre population ne respecte pas. C'est parce qu'on a été éduqué à ne pas respecter. Donc en fait, c'est 2 fois plus difficile pour rééduquer une population. Donc moi, je pars jamais du principe que quand il y a un truc de nouveau, automatiquement les gens doivent comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je commençais avec les taxis jaunes. Avec le temps, vous avez commencé à voir que c'était plus les taxis jaunes et c'était pas. Donc il y a eu tout un parcours. On peut en parler pendant une journée. On peut écrire un livre sur ça. Mais on passe par les difficultés, mais c'est le fait de s'adapter aux gens, de penser à éduquer les gens, de continuer, qu'à un moment, on est dans une logique où après ça part tout seul. Et pour moi, on n'est même pas encore arrivé à 10% de ce qu'on devrait faire. Je fais déjà goûter les toits dans ces rôles. Maintenant, je te dis, Non, je pense que le doute arrive tout le temps. Moi, j'aime pas. En étant croyant, vous savez, la Bible dit, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc, moi, j'ai tendance, quand je doute, je remets tout entre les mains de Dieu. Vous savez, les moments de doute, c'est les moments où vous savez que vous pouvez plus le faire vous-même. Et après, vous laissez. Des doutes, oui. Des difficultés. Je veux pas parler de doutes, de difficultés, oui. Il y a des moments, c'est comme tout quinoa, à un moment, on se dit, Kinshasa, pas si, on a lu, quoi. On a l'émis, vraiment. Après, j'ai compris, il faut un peu souffler un moment. Il faut juste bouger, quoi. Il faut juste bouger. Et bouger ne veut pas forcément dire, quitter le pays, hein. Moi, quand je vais à Lubumbashi, je suis plus reposé que quand je suis à Kinshasa. Ouais, moins de stress. Moins de stress. Là, je suis allé à Kolwezi récemment. Et d'ailleurs, je signale que Yango est maintenant implanté à Kolwezi. Et Lubumbashi. Lubumbashi depuis l'année dernière. Donc, ça fait plus ou moins 1 an. Et Kolwezi implanté, oui, depuis plus ou moins 1 mois. Ça le fait, hein. Ça le fait. C'est pas un régal aussi quand tu vois que, ça avance bien que... Ouais, mais moi, c'est chaud comme tu le dis. C'est même pas un régal, C'est les gens qui félicitent. Moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on n'a pas fait assez. Vous savez, une population comme celle de Kin, j'en parle de plus de 17 millions d'habitants. Donc, le challenge, c'est de se dire, oui, mais comment on peut faire mieux? Comment on améliore le service? Comment plus de personnes peuvent savoir? Comment? Après, parfois, c'est difficile parce que on a quand même un peu de barrières. Et on se dit, si on nous facilitait, peut-être qu'on pourrait aller plus vite. Non, jamais le régal, hein. Moi, je parle du principe que le bilan, on le fait quand on s'arrête, hein. Et juste avant de parler du bonheur et aller vraiment, presque à la fin du podcast, comment vous voyez l'évolution du FinTech aujourd'hui en RDC? FinTech. Eric, ouais. FinTech, je pense que c'est l'avenir. Tech en général. FinTech. Yeah. Si vous voulez mon avis, en termes de tech, je pense que la porte d'entrée, un peu comme au Nigeria, je pense que la FinTech va beaucoup aider. Le jour où on va réussir à remplacer le cash par des solutions tech. Les banques essayent de le faire.
mais la lourdeur des banques fait en sorte que ils n'arrivent pas à déployer très rapidement. Oui. Donc, ils auront besoin de collaboration avec des boîtes de tech qui seront focalisées que sur la tech, pendant que la finance est probablement gérée par des partenariats. Même si je pense que ça va aider d'avoir des gens qui ont déjà réussi à l'extérieur, un peu comme Yango a fait pour venir après ici. C'est difficile, hein, mais je pense que la fintech va marcher. Si vous voulez mon avis. Je pense aussi que l'écosystème qu'on a fait avec Yango va ouvrir des portes aussi à beaucoup de gens parce que on est en train d'éduquer la population. Vraiment. À comprendre la tech. Donc la tech, c'est l'avenir parce que c'est ce qui permet de faire un business avec des coûts moindres que les gens faisaient à l'époque. Comment vous procédez pour éduquer la population quand tu dis là, en fait? Essaye au moins de nous expliquer. Il n'y a pas une seule façon, hein. L'éducation, elle se fait la façon avec le plus d'impact. Ouais. C'est le face-to-face, je pense. Face-to-face. Ça, je pense que c'est le mieux. Maintenant, on peut pas avoir tout le monde face-to-face. Ouais. La difficulté, c'est comment utiliser les réseaux pour maintenant aussi éduquer. Parce que parfois, l'éducation, c'est juste envoyer des SMS en masse. Nous, on a une application, donc Une base de données et tout. expliquer aux gens à travers les groupes WhatsApp aussi. Hein, ça marche quand même. Si vous voyez, dans chaque groupe WhatsApp, vous pouvez mettre 1000 personnes. Ouais. C'est comme ça que la circulation passe. Population dans toutes les couches où il y a une cible. Je pense que c'est dans toutes les couches, mais naturellement, comme on est un produit tech, c'est les gens qui ont l'Internet et qui ont un smartphone au départ. Donc, si vous voyez les chiffres, aujourd'hui, on vous dit que la pénétration Internet est à 30% au Congo. J'imagine que c'est à 30% au Congo sur 100 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a 30 millions de personnes. Et j'imagine que sur Kinshasa, elle doit pas être à 30%. Elle doit être peut-être à 40%, si je dois deviner. Parce que si on parle de globalement, Kinshasa reste comme une ville. Ouais. On le sent pas. D'ici, on le sent pas, mais la réalité, quand vous voyagez un peu, même en Afrique, vous réalisez qu'on n'est pas si en arrière que ça. Ouais. Il y a quand même beaucoup de groupes multinationaux, donc on commence à être influencé. Si vous regardez beaucoup de commerces aujourd'hui, ils sont tenus par des Indiens, ainsi de suite. Donc les gens sont influencés, même la façon dont travailler. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, on était beaucoup influencés par les pays occidentaux européens. Donc les restaurants fermés entre 15h et 19h. Là maintenant, on est ouvert du lundi au dimanche. On travaille tout le temps. Supermarché, j'ai même vu une pub récemment d'un supermarché City Market qui a dit qu'ils ouvrent jusqu'à minuit, un truc comme ça. Ils sont jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'on s'arrête plus. On commence à fonctionner comme les Américains, ainsi de suite. Donc voilà. En parlant du bonheur, Eric, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, avec tout ce que vous avez accompli, qu'est-ce qui vous apporte la paix intérieure? Qu'est-ce qui vous apporte vraiment de la paix intérieure? La paix intérieure, encore là, je dis, il y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que je pense dans une ville comme la ville de Kinshasa, très difficile d'avoir de la paix. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur. Ça, c'est un choix. Je pense aussi, je vais pas commencer à vous sortir des charabia. Je pense qu'il faut être en bonne santé pour être en paix. Donc je pense que dormir assez, c'est important. Je pense que manger correctement, c'est important. Je pense que essayer de faire du sport, c'est important. Là, c'est la paix. Quand vous dites la paix, ça c'est vraiment le bien-être d'une personne. Après, bien évidemment, je pense que moi, je suis un mari, donc c'est important d'avoir une bonne femme à la maison. Tu vois, pour ceux qui, si vous n'êtes pas encore mariés, choisissez la bonne femme, que ça peut vous casser. Hein. Très important. Moi, ça me donne beaucoup de paix de savoir que j'impacte mon pays. J'ai jamais eu une plus grande mission dans ma vie. Hein. Je veux dire, peu importe ce que je fais. Je sais pas pourquoi je suis aussi attaché à ce pays. Une relation toxique parfois, mais j'aime beaucoup mon pays. Énormément. Et moi, d'ailleurs, je peux être partout dans le monde, mais c'est ce pays que j'aime. Non, mais je crois que c'est pour ça aussi que le Congo a besoin de personnes comme vous. Parce que Roland le disait ici au début, tu pouvais faire comme les autres. Je vais rester aux États-Unis. Je vais me trouver une belle femme. Je vais vivre. Mais après, tu t'es dit, écoute, je suis patriote. Mon pays a besoin de moi. Je vais aller travailler. Je vais former des gens. Pour l'Obipe Congo, tout comme on a pas millionnaire, ben Eric peut pas comme on a 100. Ça aussi. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Et est-ce que la reconnaissance publique est une source de bonheur pour vous? Ou vous trouvez aussi la joie? Non, c'est vrai que ça fait, j'imagine que ça doit faire plaisir, c'est une reconnaissance, mais je cherche pas ça à moi, tant qu'à la maison, l'autre fois je disais à ma femme si j'aurais réussi si mon fils, j'ai un fils aîné, mais si mon fils, je lui apprends, j'influence positivement sa relation avec Dieu. Et s'il voit à travers moi comment être un bon père, donc ça va influencer sa relation avec sa femme demain. Donc non, c'est là que moi j'ai du bonheur quand j'ai des joies simples. J'ai pas forcément besoin de beaucoup de choses pour être content. Eric, en parlant de ton fils, qu'est-ce que tu diras aujourd'hui à ton fils
Parce que peut-être à ton âge, on t'avait pas dit ça. Ce sera quoi le message que toi, tu diras à ton fils, que toi, tu as manqué dans ton enfance? Ah non, je savais pas que j'ai manqué. Je savais pas que j'ai manqué de messages, mais je pense que on donne des conseils chaque jour. L'éducation, c'est tous les jours, hein. Je sais pas, non, c'est tous les jours que au Pékissimo et locaux. Et parfois aussi, on félicite. Donc c'est l'éducation de tous les jours. Moi, je pense pas qu'il y a un truc à manquer. C'est tous les jours. Je pense que la présence est importante aussi. Moi, j'avais un père qui travaillait beaucoup, et je pense que aucun de ses enfants n'a réellement, vous savez, bon après ça je pense que c'est juste c'est générationnel, hein. Oui. Les papas d'avant ne changeaient pas les couches. Moi, je changeais les couches. Ouais. J'ai lavé mes deux enfants. Papa smart Premièrement. et tout. Ouais, mais je pense qu'on change. Non, moi, je vois j'ai beaucoup d'amis comme ça, tout ça, ils font ça, on s'implique dans tout ça. Moi, je pense que c'est la présence. Oui. Il faut mettre la présence dans tout, hein. Moi, j'ai vraiment pas, je suis occupé, mais je vous dis, je vais chercher mon fils à l'école quand je peux le faire. Parfait. Je peux être en train de travailler et il est sur le canapé en train de jouer à Minecraft. Je suis en train de travailler, mais on est ensemble. C'est ça, mais. Là, je suis venu à cet entretien aujourd'hui. Il est avec moi aujourd'hui. On va se faire couper les cheveux ensemble. C'est un peu la présence. Maintenant, les conseils, j'ai pas un conseil précis, si ce n'est de en fait s'accrocher à Dieu, parce qu'on connaît pas la vie, hein. Ouais. D'ailleurs, je vois beaucoup de gens partir tôt aujourd'hui. Enfin, ça me demande de demander aux anciens, mais est-ce que les gens à votre âge partaient autant que là on entend les nouvelles toutes les semaines? Toutes les semaines. Donc vraiment être en vie, mais les conseils, je crois qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas une seule chose précisément. Non, mais en tout cas, je dis qu'il faut travailler. Ça, il faut bien travailler. Et ce qui est fort dans le discours, c'est Dieu. Ça t'attache à Dieu. C'est ce que j'ai aimé. Bien sûr. Parce que tu sais, je reviens encore parce que moi, mon père aussi, c'est un mentor pour moi. Il m'a dit, écoute, je peux rien vous laisser à part la parole de Dieu, la présence de Dieu dans vos vies. Et ce que moi j'ai vite compris aussi dans son discours, c'est l'estime de soi et la confiance en fait. Alors Eric, quand tu te regardes aujourd'hui, ton parcours, tout ce que tu as eu à accomplir, est-ce que tu t'es dit fier de toi ou il y a encore du chemin à parcourir? Non, fier, il y a du chemin. Fier, pas d'une fierté en mode je suis quelqu'un de ça jamais. Mais il y a beaucoup de parcours encore à faire. Pour moi, c'est vraiment. Avant, je me disais que j'allais travailler toute ma vie, quoi. Voilà, je me disais ah non, mais il faut jamais s'arrêter. Là, je commence à prendre conscience. Et à un certain âge où j'aimerais plus me reposer. Donc, je pense que le rythme dans lequel je suis, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire à 70 ans. Si je le fais à 70 ans, 80 ans, c'est-à-dire peut-être que c'est trop. Donc, je pense qu'il faut un peu se reposer aussi et profiter, hein, profiter des proches. T'es encore jeune, on dit derrière chaque femme qui a réussi, derrière chaque succès, il y a une femme derrière. Parce que Eric, il y a cette femme qui t'a soutenu, qui t'a motivé aujourd'hui. Oui, je suis marié depuis 2017, hein, donc on va fêter nos 8 ans de mariage là en octobre, le 14 octobre. Magnifique. Ils ont autre chose, des podcasts prestigieux. Genre moi j'aimerais que vous puissiez aussi adresser un message à cette femme. Vas-y. C'est une émission romantique. Non, mais après, au-delà de tous vos casquettes, c'est aussi un homme galant quand même. Ok. Ouais. Babe, merci beaucoup pour ton soutien. Tu sais à quel point tu m'apportes du soutien et continue à avancer ensemble. Ils m'ont vraiment piégé avec cette question. C'est pas la Saint-Valentin, mais bon. C'est dur. Eric, on arrive pratiquement. C'est terrible. Ouais, je te jure. On arrive pratiquement à la fin de ces numéros. Juste avant que tu passes le message universel à tous ces gens qui nous suivent de partout à travers le monde, j'aurais une petite question. C'est quoi le bonheur pour toi, Eric? Le bonheur, impacter autour de soi, avoir la paix à la maison. Ouais, et la paix en soi-même. Ouais. C'est ça le bonheur. T'es face à la caméra, un message universel. Peut-être pas universel à tous. Je pense qu'aujourd'hui, et mon choix, je te l'ai bien expliqué, mon choix, c'est impacter la jeunesse congolaise, les Congolais en général. Je pense que la diaspora congolaise a vraiment quelque chose à transmettre ici. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais intelligents. Peu importe ce qu'on peut vous dire à la télé, ainsi de suite, je pense qu'il faut pas lâcher le pays. Le monde entier n'est pas parfait. Je pense qu'on a encore, nous, un monde qu'on peut
transmettre à nos enfants, qui va s'améliorer. Je suis persuadé. Je veux dire, c'est pas à 38 ans que j'ai commencé à vous donner un discours défaitiste. La jeunesse congolaise, il faut se battre. Il faut pas lâcher. Et sur des bons principes, c'est possible. C'est possible pour tous. Donc, battons-nous, on est tous humains. On a une vraie richesse. On a une grosse population. Dans les années à venir, notre population sera une des populations la plus énorme d'Afrique. Donc, on le veuille ou pas, notre marché sera important. L'Afrique va devenir le continent le plus peuplé, potentiellement dans les années à venir. Et si notre pays est le deuxième ou troisième plus peuplé, là, vous savez ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas que les ressources. L'homme, les humains congolais sont importants. Maintenant, il faut s'éduquer avec avec ce qu'on peut. Et n'attendez rien, attendez que de Dieu. Et battons-nous, quoi. Et la diaspora, vous avez vraiment beaucoup à faire. Intéressez-vous, lisez, essayez de comprendre d'où vous venez. Et le moment viendra, il y aura un déclic qui fera en sorte qu'il y aura des gens qui feront en sorte que l'environnement deviendra un peu plus ouvert pour que vous puissiez rentrer également. Je pense déjà qu'on est déjà dans cette ère. On est déjà là aujourd'hui dans les caméras. Tout le monde regarde le Congo aujourd'hui. Donc, ne voyez pas que le négatif. Je vous garantis, retenez bien ce que je dis. Ce pays est important. On est le grenier du monde. Je vous promets qu'on est le grenier du monde par rapport à ce qui se passe demain. Donc, faites partie du jeu. En tout cas. Merci beaucoup, Eric Yao. Merci pour cette lumière. On a passé un moment convivial dans le plus grand de calme. Et c'est quelque chose que vous faites pas à tout moment. Vous n'êtes pas dans les interviews. On vous voit pas dans les boîtes de nuit. C'est rare même de te voir venir passer un petit moment de petit déj. C'est rare. En tout cas, merci pour l'opportunité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à tous ces amis qui nous suivaient. Comme je le disais, c'était un long voyage dans l'univers de l'expertise, du mindset, de mentalité de champion. Et vraiment, merci pour ces moments. Merci à toi aussi, Roland. Oui, Manassé, ça m'a fait bien voyager. Comme on dit, merci. C'est du bonheur, c'est dans le partage. Un très bon moment. N'hésitez surtout pas, vous qui nous captez 5 sur 5 sur nos plateformes en ligne, Apple Podcast, TikTok, Instagram, et autres. N'hésitez surtout pas de commenter, de liker, faut partager. Donc, le secret du bonheur, j'insiste, c'est dans le partage. C'est un réel plaisir. Hot Shot, des podcasts prestigieux. Merci.